Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Alors, en ce beau dimanche, on va bien évidemment parler du Bitcoin, bien évidemment. Alors, je vous arrête tout de suite, hein. On va pas faire comme beaucoup d'autres personnes, on va pas être là en mode FOMO les gars, allez-y c'est bon, là le Bitcoin à 100 000 $, mettre des fusées, des to the moon, etc. C'est pas du tout mon style. De toute façon, honnêtement, une personne qui n'arrive même pas à maintenir ses émotions en l'état actuel des choses sera incapable de profiter de la vague de hausse. Donc, je pense que maintenant vous me connaissez. C'est pas du tout mon style, ce ne sera absolument pas le style de mes vidéos, ni les vidéos futures, je vous rassure, un petit peu justement de rationalité, je pense que ça fait quand même du bien dans ce monde où pas tout le monde, il y a quand même d'autres chaînes qui sont aussi intéressantes, hein, mais j'avoue quand même que quand je regarde de temps en temps, ça m'arrive très rarement de regarder un petit peu Twitter, YouTube, etc., moi, les Moonboy, ça commence à me fatiguer, ça me fatigue. Parce qu'en fait, c'est incroyable à quel point est-ce que les gens ne changent pas. C'est-à-dire que je revis exactement ce que je vivais en fait en 2017 avec tous les Moonboy et toutes leurs vidéos aguicheuses à mort. Alors, je fais des vidéos parfois avec des titres qui sont aguicheurs, c'est aussi un petit peu en fait le jeu en fait sur YouTube, mais il y a des limites quand même, il y a vraiment des limites, et là on est quand même en train justement de dépasser largement ces limites. C'est un signe, c'est également un signe, et ça se ressent également en fait dans les graphiques, on va justement en parler. Donc le plus dur est encore à venir sur le Bitcoin. Si vous pensez en fait honnêtement que le plus dur a été fait, vous vous trompez. Honnêtement, ce qui va arriver va être beaucoup plus difficile à gérer, ce sera beaucoup plus difficile, croyez-moi, et surtout, une chose qui est importante, c'est que là, actuellement, tout le monde est en profit, hein. Je pense que quasiment tout le monde est en profit, du moins, tous ceux qui ont acheté du Bitcoin, parce que les alts, c'est une autre histoire, on va également en parler, mais attention, être en profit, c'est bien, d'accord ? Si vous êtes débutant, ne vous prenez pas en fait pour un trader rentable parce que vous êtes gagnant pendant plusieurs mois, d'accord ? Les traders rentables sont ceux qui sont gagnants sur plusieurs années et qui vont survivre à plusieurs cycles. Et justement, hein, tous les traders, les pseudo-traders, hein, je suis assez cru en fait aujourd'hui parce que je vois plein de trucs qui me réénervent pas mal en fait par rapport au comportement de pas mal de personnes qui sont néfastes pour les investisseurs et qui vont faire des grosses conneries, hein. On n'est pas trader parce que on prend des positions et qu'on est gagnant, d'accord ? Dans un marché haussier, tout le monde est trader, tout le monde est gagnant. Ce qui compte, c'est de conserver justement ses plus-values et de pas se faire massacrer en fait par le marché quand on va se retourner. Et là pour le coup, c'est là où on verra en fait la grande différence entre les traders et ceux qui s'amusent et qui laissent leurs émotions prendre le dessus. Et croyez-moi qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a juste qu'à voir Twitter ou YouTube pour déjà voir les personnes qui laissent paraître leurs émotions. Alors, là en fait, je vous mets le graphique du Bitcoin. Bon, de nouveau, hein, franchement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On est à la hausse et on va tranquillement, comme j'ai pu vous le dire, aller chercher en fait cette fameuse dernière zone de résistance. On est en plein dedans. On est vraiment en plein dedans. On est actuellement entre les 18 et les 19 000 $. Je pense clairement pas en fait qu'on va réussir à dépasser l'ATH. Quoique, j'ai aussi tendance à croire que tout ne se répète pas à l'identique par rapport au passé. C'est vrai que précédemment, là on le voit pas, mais en tout cas, lors du dernier en fait bull market, on avait pile poil, vraiment à un chouïa près, retouché en fait le précédent point le plus haut de mémoire, on était à peu près à 1100 je crois ou 1200 $, et on s'était boum repris une vague de baisse. On l'avait ensuite un tout petit peu dépassé et boum, on avait repris une vague de baisse, hein. Donc là, on avait déjà perdu beaucoup de monde, croyez-moi. Est-ce que ça va vraiment se produire exactement de la même manière ? J'ai quand même tendance à croire que non, parce que tout ne se répète pas à l'identique. Et ça, on l'a vu de nouveau avec la consolidation en fait qu'on a eu durant près de 3 années. On a eu 2 capitulations, chose qui n'avait pas eu lieu la dernière fois. Au niveau du timing, on est plus ou moins similaire. Je vais justement vous le montrer en fait sur le graphique d'après. On avait à peu près consolidé en fait pendant à peu près 3 années avant de partir vraiment en accélération pendant 1 année. Là, on a l'air de refaire plus ou moins la même chose, hein. Ça fait 3 années qu'on est en train de consolider. On est clairement en train de partir pour casser la zone de résistance des 20 000 $. Honnêtement, je serais quand même assez étonné en fait qu'on se prenne un gros rejet sur ces 20 000 $. C'est pas vraiment c'est pas une résistance très importante. C'est plus psychologique.
c'est pas une grosse zone de travail, on n'y est vraiment pas resté longtemps, on l'a testé qu'une seule fois. Donc en général, les ATH, comme là en fait c'est le cas avec les 20 000 $, sont pas des grosses zones de travail qui vont vraiment faire office de grosse résistance. Pour moi, les 12 000 ont fait office d'une bien plus importante résistance que les 20 000 $. Après on verra, hein, comme d'habitude, hein. On n'est pas là en fait pour essayer en fait de deviner ce qui va se passer. Juste, on a des scénarios et ben après, peu importe ce qui se passe, on agira en conséquence. Bon, là on est clairement orienté à la hausse. Alors, est-ce que c'est maintenant qu'il faut passer à l'achat pour ceux qui se posent encore des questions? La réponse est plutôt non. Pourquoi? Parce que là, pour le coup, on est beaucoup trop monté. À mon sens, il y aura une vague de correction. De combien, on ne sait pas. Ça peut être 15%, ça peut être 30%, on ne sait pas. Mais c'est quand même fortement probable qu'on aille à minima, je pense, chercher les 15 000 $. Voilà. Après, avec un peu de chance, on ira peut-être encore un petit peu plus bas. Pourquoi pas aller chercher les 12 000 $, ce qui nous permettrait en fait de faire un retest parfait de la précédente zone de résistance, justement, des fameuses, la fameuse zone des 12 000 $. Hein. Alors, honnêtement, rien n'est joué. Ça veut pas du tout dire en fait qu'on ira la chercher. Donc, ne jouez pas tout sur ça. Je vois très souvent des personnes qui misent tout sur un seul scénario. Absolument pas. Ne faites jamais ça parce que vous n'en savez rien. Donc là, oui. La logique voudrait que on fasse un retest sur les 12 000, mais si on les fait pas, vous faites quoi? Vous faites rien? Non, c'est pas du tout en fait ce qu'il faut faire. Il faut avoir plusieurs scénarios et surtout, il faut à mon sens avoir des zones d'achat qui sont plus optimistes. En l'occurrence, je pense que les 15 000 $, ça pourrait être aussi intéressant de commencer également à foutre des cartouches si vous n'êtes pas encore bien positionné en fait sur le Bitcoin. Mais une chose est sûre, hein, il faudra être positionné avant la cassure des 20 000 parce qu'après, on va partir en accélération, ça ira plus vite. On sera ce qu'on appelle en price discovery. Donc ça veut dire que on sera en fait dans une zone où on n'est jamais allé. Donc il n'y a aucun niveau de repère, aucune zone de support ni de résistance. Et donc pour le coup, on va être en découverte du prix. Donc ça veut dire beaucoup plus de volatilité et donc beaucoup plus d'émotion. Et ça ira beaucoup plus vite, autant à la hausse que à la baisse. Donc en général, il vaut mieux être positionné avant d'en arriver là. Bien sûr, les retardataires en général, ils vont arriver durant cette phase-là. Ils vont laisser leurs émotions, comme je vous le dis souvent, parler à leur place et ils vont faire un petit peu du n'importe quoi. Ils vont peut-être gagner un petit peu d'argent, mais au final, ils vont se faire massacrer quand le marché va se retourner, parce que le marché va pas se retourner. Hein. Ne croyez pas en fait qu'on va partir en accélération sans jamais s'arrêter. Gardez-vous bien en tête que c'est absolument pas le cas. Donc je vais justement consacrer. Donc là, j'ai pris un petit peu de retard. On va envoyer. Hein, là, c'est normalement c'est bon. On est prêt. On va envoyer en fait la prochaine lettre d'investissement ce lundi, si tout se passe bien, ou alors ce sera mardi ou mercredi, mais normalement ce sera ce lundi. Donc c'est la nouvelle version de la lettre d'investissement, beaucoup plus étoffée, avec beaucoup plus d'informations, et je vais aussi commencer à partager davantage d'informations sur les données fondamentales du Bitcoin. Il y a pas mal de trucs intéressants. Je vais notamment partager un indicateur qui nous permet en fait de voir si la hausse elle est soutenue en fait par des pros ou du retail. Au retail particulier. Et là actuellement, ce qui est intéressant de voir, c'est que le début de la hausse était plutôt soutenu en fait par des gros portefeuilles, et là actuellement, la fin de la hausse, ce qui est plutôt logique, hein, elle est plus amplifiée, notamment par le phénomène de FOMO, Fear of Missing Out, par les particuliers. Et c'est extrêmement visible en fait. Donc il y a pas mal d'indicateurs vraiment hyper intéressants. Je vais justement vous le partager en fait dans la prochaine lettre d'investissement. Ceux qui veulent la recevoir, c'est gratuit, c'est dans la description pour s'inscrire. Donc par rapport au Bitcoin, RAS pour le moment, on continue en fait de pousser tranquillement. Honnêtement, je pense que on va bientôt arriver à la fin de la hausse. Mais en tout cas, vous avez pu le voir, hein, la hausse n'est pas encore terminée. Et depuis, je crois, les 15 000 $, il y a déjà plein de personnes qui commencent justement à dire « Attention, prenez vos profits, commencez justement à alléger vos positions ». Moi, honnêtement, je vais en parler un petit peu après, j'ai absolument pas cet avis. Mais je vais justement argumenter et expliquer en fait pourquoi est-ce que je suis un petit peu contre ces personnes-là qui certes partent d'une bonne intention, mais qui vont être en fait plus néfastes que positifs pour les personnes qui vont les écouter. On en reparlera juste après. Alors là, en fait, je vais juste vous mettre le graphique sur du Bitcoin, mais plus par rapport au timing. Donc, en fait, lors de la vague de hausse qu'on avait eue en 2014, on était monté à 1100 $. Après, ça en était quand même suivi une consolidation et une baisse qui avait duré quasiment même plus de 3 ans. Là, vous le voyez, hein, on est à 1134, un peu du mal à lire, hein, 1134 jours, donc plus de 3 années de consolidation. Bien sûr, après, on est reparti un petit peu à la hausse, mais en gros, avant,
de recasser en fait le nouvel ATH. Et une fois qu'on l'a cassé, ça va super vite. C'est pour ça en fait qu'il faut déjà être positionné. Parce que si on attend beaucoup trop tard, le prix va s'envoler et honnêtement, la vague de hausse va pas forcément durer plus longtemps. Vu que la consolidation a duré plus ou moins le même temps, je pars du principe qu'il n'y a pas de raison pour qu'on parte sur 2, 3, 4 ans de hausse. À mon avis, on va avoir un cycle haussier plus ou moins similaire en termes de timing. En termes de performance, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, en termes de timing, à peu près 1 an. En tout cas, si on se base par rapport au passé, comme j'ai pu vous le dire, attention, le passé n'est pas toujours un indicateur fiable. Là, on l'a vu notamment avec la double capitulation, chose qui n'était absolument pas arrivée en 2015. On l'a eu justement en 2019 et en 2020. Donc autant vous dire que peut-être qu'on aura un bull market qui va être complètement différent, peut-être même encore plus complexe. Et ça, c'est aussi un truc que moi je pense. Je pense que le prochain bull market, même le bull market actuel, qui semble justement bien s'amorcer pour après exploser, va être totalement différent parce que le contexte sera complètement différent. Il y aura beaucoup plus de liquidités, beaucoup plus d'investisseurs professionnels, beaucoup plus d'indicateurs techniques, beaucoup plus de robots de trading, de stratégie. Donc plein de choses qui peuvent amplifier les mouvements et rendre le travail, on va dire, pour les investisseurs encore plus complexe. Parce que peut-être encore plus justement d'émotions. On ne sait pas. On ne sait vraiment pas en fait ce qui va se passer. Donc je tends à croire quand même que peut-être que ça va être encore plus compliqué que la dernière fois. Donc par rapport à ça, on verra. Honnêtement, on verra. Je vais pas trop spéculer, mais en tout cas, c'est un avis en fait qui me semble largement plausible. En tout cas, pour l'instant, on est à peu près à 1071 jours de consolidation entre le plus haut et le potentiel moment où on va casser en fait le plus haut. On l'a pas encore cassé, mais on voit quand même que le timing à quelques jours près, il est vraiment plus ou moins similaire. Donc sauf gros retournement de tendance et au final où on repartirait à la baisse, ce que je ne crois absolument pas, et ben on devrait avoir un timing plus ou moins similaire. Donc une année de tendance haussière par la suite. Attention, ça passe vite. 1 an, ça passe très très vite. Avec toute l'euphorie qu'il va y avoir, je peux vous assurer que ça va passer très très vite. Alors après 1 an, peut-être 10 mois, peut-être 15 mois, 16 mois, on n'en sait rien. Donc attention, ne partez pas du principe que c'est bon, ça va durer 1 année, donc dans pile 1 an, je revends. Absolument pas, faites attention. Peut-être que ça va être beaucoup trop tard ou beaucoup trop tôt. Donc faut pas uniquement se baser par rapport au passé. Donc j'espère que c'est clair par rapport à tout ça. Bon, écoutez, voilà, par rapport au Bitcoin RAS, il sera également intéressant en fait de regarder la clôture mensuelle, qui sera, si on clôture sur les niveaux actuels, une très très belle clôture. Là, je ne vous le montre pas, mais en tout cas, la clôture mensuelle, elle est nette, propre. Et si on clôture sur les niveaux actuels, on aura fait la plus haute clôture en mensuel. Donc on verra sur quel niveau, si c'est 18 000, 15 000, mais en tout cas, si on ne retrace pas en dessous des 14 000 $, on aura fait un nouveau plus haut en mensuel si on se base sur les corps des bougies, bien évidemment. Donc, maintenant, on va voir un petit peu les alts, parce que les alts également, il s'en passe des choses. En fait, il s'en passe pas beaucoup, en fait, j'ai envie de dire, parce que là, je vous mets en fait le graphique que je vous avais mis, justement. Donc, ce graphique, il est sur TradingView, pour l'avoir, en fait, vous le voyez, le ticker, justement, il est marqué en haut à gauche. Je vais demander au graphiste, justement, qui vous affiche bien l'image en grand, donc, il faut prendre le Total 2 versus le Bitcoin pour avoir justement la surperformance, pour voir les tendances de surperformance des alts par rapport au Bitcoin. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben pour l'instant, c'est plutôt mauvais. On a cassé en fait ce canal haussier qui était plutôt propre à mon sens. On l'a cassé par le bas. Donc là, on va aller chercher une zone de support décisive. Honnêtement, si on la casse, ça va sentir plutôt mauvais en fait pour les alts. Donc pour l'instant, honnêtement, moi je reste très léger au niveau des alts. J'ai pris des positions, notamment sur l'Ether, pour jouer un potentiel rebond. J'ai également pris des positions sur quoi? Sur le Yearn Finance, qui m'a plutôt bien réussi. Sur XRP également, qui a l'air de potentiellement donner des signes de retournement. Mais attention, c'est en aucun cas des conseils d'investissement. Moi, je prends des positions avec une gestion stricte du risque. Ça veut dire que s'il y a un retournement, je perds 0,5, 1, 2% de mon capital. N'achetez pas tout bêtement, juste parce que moi, je vous dis en fait que j'ai commencé à jouer un rebond, s'il vous plaît. C'est très différent entre acheter n'importe comment et jouer un rebond en ayant une gestion précise du risque. C'est totalement différent. Donc attention, je vous donne ça juste pour indication, rien de plus, d'accord? Donc bon, écoutez,
pour les alts, pour l'instant, c'est pas folichon. Voilà, c'est vraiment pas folichon. Donc la dernière fois, de nouveau, même si j'aime pas trop me baser par rapport au passé, les alts étaient partis sur une accélération haussière une fois que le plus haut sur le Bitcoin avait été cassé. Est-ce qu'on aura la même chose? Peut-être. Honnêtement, c'est largement possible. Si là, on va chercher en fait la zone de support et que le Bitcoin casse les 20 000 $ et que les alts rebondissent, on aura effectivement un scénario qui sera plutôt similaire. En tout cas, c'est largement possible. Pour l'instant, je pense que les alts peuvent encore défendre la tendance haussière qui a commencé en fait depuis la mi-année 2019. Par contre, attention, si on commence vraiment à casser en fait des zones de support et qu'on fait des nouveaux plus bas, là, ça va commencer à piquer pour les alts et j'espère que vous serez plutôt positionné en Bitcoin qu'en alt. Voilà. Donc, pour l'instant, je continue en fait à surveiller tout ça. Bon, maintenant, on va plus parler parce que là, franchement, ça n'a pas beaucoup bougé. On va plus parler en fait des différents types d'investissements. Je pense que c'est important quand même de bien mettre les choses au clair. J'entends trop souvent, je vois, je lis trop souvent des personnes qui peut-être partent d'une bonne intention, hein, mais qui sont là à dire « commencez à prendre des profits ». Commencez à prendre des profits, le Bitcoin a bien poussé, commencez à réduire votre levier, pourquoi pas, prenez vos profits, ne soyez pas trop gourmands. Alors c'est bien en fait tout ça, effectivement, c'est bien. Sauf que, je suis désolé en fait, ça c'est valable pour qui en fait? C'est pas valable pour ceux qui investissent à long terme, c'est pas valable pour ceux qui font du swing trading, c'est valable uniquement pour les day traders, ceux qui font de l'intraday. Effectivement, ces personnes-là en fait qui ne font que prendre des plus-values grâce, je vais y arriver, aux vagues de court terme en fait, donc aux impulsions, comme on a pu l'avoir, le Bitcoin qui passe de 12 000 à 18 000, c'est justement une tendance que des day traders peuvent prendre, des swing traders, mais plutôt de court terme, parce que honnêtement, la base du swing trading, c'est justement en fait d'être capable d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, ce qui est quasiment impossible pour la plupart des gens, pour ensuite avoir le signal, on l'a eu sur les 12K, j'ai pu vous le dire notamment précisément en fait dans ma lettre d'investissement d'il y a plusieurs semaines, justement si on clôture au-dessus des 12K, c'est le signal d'achat. Voilà, impossible d'être plus clair que ça. C'est là, à ce moment-là, en fait, que la plupart des swing traders de long terme vont mettre une très grosse cartouche. Peut-être qu'après, ils peuvent pyramider. Peut-être que justement, ils ont acheté avant, ce qui était aussi largement possible. On a eu plein de signaux acheteurs bien avant les 12 000 $, mais ils vont pas en fait acheter pour commencer à revendre à 20K. C'est-à-dire que l'objectif d'un swing trader, hein, je précise bien les bases, hein, c'est d'être capable d'attendre des années. Là, on a eu une cassure de compression. On est sur le point de casser le précédent point le plus haut pour partir en accélération haussière. Le swing trader, il va être positionné pour surfer toute la vague. S'il commence à sortir la première vague haussière, ça n'a absolument aucun sens. Le rôle d'un swing trader, c'est justement en fait de s'éloigner du bruit, de s'éloigner des fluctuations du Bitcoin à court terme pour essayer en fait de choper toute la vague au mieux possible, dans le sens où on ne peut pas acheter au plus bas et vendre au plus haut, mais en moyenne, un prix d'achat plutôt intéressant, plutôt bas, et on essaye de sortir également plutôt haut. Mais le swing trader, s'il commence à se prendre la tête, à se dire, attention, là on est au 20K, on peut avoir une correction de 30%, je vais vendre pour acheter plus bas, puis racheter. Au final, en fait, il fait du day trading. C'est pas du swing trading qu'il fait. Donc, il faut bien comprendre les choses. Toutes les personnes qui sont là à dire, prenez des profits, sont des personnes qui font du day trading. Ceux qui font du swing ne doivent pas être impactés, en fait, par le bruit à court terme. Donc, j'espère que ça, c'est bien clair. Donc, c'est aussi pour ça, en fait, que c'est important de... Attendez, il y a un petit peu de bruit. Il n'y a pas beaucoup d'avions et d'hélicoptères, mais quand ça arrive, ils passent pas loin. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait du day trading, effectivement, on va prendre des profits sur des zones de résistance, puis essayer en fait de se repositionner sur des zones de support. Mais ce sont les day traders qui font ça. Les swing traders, qui sont à mon sens en grande partie présents dans le marché, ils vont juste tout simplement profiter en fait de la vague de hausse et réduire leur risque, commencer à remonter leur stop au fur et à mesure, mais en se mettant sur une échelle de temps, en daily ou en weekly. Alors après, bien sûr qu'il faudra affiner pour sortir plus haut, mais concrètement, aujourd'hui, moi j'ai l'impression que tout le monde fait du day trading, parce que tout le monde est en train de se préoccuper en fait de savoir si le Bitcoin va baisser. Mais attention, et les investisseurs, c'est encore pire. Qu'est-ce que les investisseurs en ont à faire de savoir en fait que le Bitcoin peut éventuellement retracer un petit peu
s'il touche en fait le précédent point le plus haut, ou même s'il le touche pas sur les niveaux actuels. Mais il s'en fout. Donc commencez à bien comprendre une chose, c'est que vous devez vous intéresser des fluctuations à court terme si vous faites de l'investissement à court terme. Ça c'est vraiment important. Si vous faites du swing, de l'investissement long terme, qu'est-ce que vous en avez à faire? Ne mélangez pas tout. Et en fait, ça m'énerve. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens sont complètement perdus. C'est-à-dire que ils investissent à long terme, ils font du swing, mais ils ont des personnes qui font un petit peu de tout, qui font du swing, du day trading, de l'investissement, qui font un petit peu tout et n'importe quoi, et qui disent des choses qui n'ont pas de sens. On fait du swing, c'est pas maintenant qu'on prend des profits. Enfin, je veux dire qu'il faut comprendre quand même la base en fait des différentes stratégies d'investissement. On fait du day trading, on prend des profits, on réduit son risque. Effectivement, on fait du swing, on réduit son risque, on remonte son stop au fur et à mesure. Mais on est à l'aube justement d'une accélération. Si on casse la TH, qu'est-ce qu'on prend des profits maintenant? Vous voyez que ça n'a absolument aucun sens. Alors maintenant, bien sûr, si le prix retrace, que ça invalide, qu'on part hyper bas, qu'on casse des supports et qu'on invalide en fait la prochaine vague de hausse ou qu'on la retarde considérablement, bien évidemment en fait que les personnes qui vont en tirer profit sont uniquement les day traders. Mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu le jeu. C'est un petit peu en fait le jeu justement. Les swing traders, eux, ne gagnent de l'argent, j'ai envie de dire, que sur les cycles haussiers. Quand on a en fait des belles accélérations haussières, comme ça a pu être le cas durant l'année 2016 et notamment 2017. Mais imaginez en fait un swing trader qui commence à prendre des profits à $1000 parce qu'il y a plein de personnes qui disent attention, on approche de la TH, donc faut prendre des profits. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend des profits à $1000. Au final, après, il fait quoi? Il rachète à combien? À 800. Donc au final, après, le prix remonte, il revend, il rachète, il revend, il rachète. Mais il fait du day trading. Il fait pas du tout en fait du swing trading. Donc ou alors du swing trading à court terme. Mais on le sait aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus intéressant dans un bull market? C'est de faire du swing trading à moyen long terme pour essayer en fait d'attraper toute la vague de hausse et d'essayer après de timer un petit peu plus la sortie. Mais c'est pas maintenant qu'on sort. Donc j'espère en tout cas que c'est clair par rapport à ça. Donc tout dépend de votre stratégie. Pour certains, c'est cohérent de prendre des profits, mais pour d'autres, absolument pas. Donc n'englobez pas, s'il vous plaît, tout le monde dans le même panier. En tout cas, j'espère que c'est clair par rapport à ça. Alors bien sûr, les personnes qui disent ça, ils prennent pas de risque en fait. Ils prennent aucun risque. C'est comme les personnes qui passent leur temps à dire qu'il faut jamais investir. Ils prennent jamais de risque de leur vie. Parce que dire de prendre des profits maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prix baisse, ils pourront s'accorder en fait le crédit d'avoir dit et regardez les gars, je vous l'avais dit de prendre des profits. Et si le prix monte, ils vont se dire non mais c'est bon, de toute façon les gars, ok le prix est monté, mais vous avez quand même pris des profits. Donc au final en fait les mecs ne perdent jamais. Ils prennent aucun risque. Et bien moi pour le coup je prends des risques. Je prends des risques de bien expliquer la différence entre les différentes stratégies. Voilà. Et je pense également que beaucoup de personnes ils ont investi pas pour vendre leur bitcoin à $20 000, mais plus pour le vendre à 50 000, voire à 100 000 si possible, voire plus si possible, on sait jamais, mais pas à 20 000. Parce que honnêtement, les 20 000, ça reste quand même une target qui était plutôt facilement atteignable. Alors on va me dire c'est plutôt facile à dire maintenant, mais honnêtement, je pense que la plupart n'ont pas investi pour vendre à 20 000. Donc j'espère en tout cas que c'est clair et que j'ai un petit peu remis les points sur les i. Donc pareil, le Bitcoin va corriger, moi je vais vendre pour acheter plus bas, c'est du day trading, d'accord? Il faut savoir ce que vous faites. Si vous faites du swing, non, vous n'allez pas systématiquement vendre les résistances pour acheter les supports. C'est pas ça du swing, d'accord? Le swing, on pyramide sa position, on remonte son stop au fur et à mesure, et quand le cycle se retourne, on sort. C'est ça en fait le swing trading de base, c'est ça. Et l'investissement, vous devriez encore plus justement vous déconnecter du bruit à court terme. Donc j'espère que c'est clair par rapport à tout ça. Ne confondez pas day trading, swing trading, investissement. Et si vous faites plusieurs choses, si vous avez un portefeuille de day trading, un portefeuille de swing trading et un portefeuille d'investissement, dans ce cas-là, effectivement, c'est différent. Mais ne mélangez pas tout, s'il vous plaît. Et malheureusement, aujourd'hui, j'ai quand même tendance à croire que beaucoup de personnes mélangent un petit peu tout. Et c'est peut-être également le cas parce que les émotions commencent à reprendre pas mal le dessus. Donc, également, pas mal de FOMO sur quand même pas mal de youtubeurs, tweetos, moonboy, comme je les appelle. Faites attention, d'accord? Ne vous faites pas influencer par ces personnes, des personnes qui n'arrivent pas à garder leur sang-froid en l'état actuel des choses. Ils seront incapables de profiter en fait de quoi que ce soit quand ça va vraiment commencer à accélérer, et ils seront encore moins capables de vendre tellement ils seront en mode euphorie. Donc s'il vous plaît, éloignez-vous en fait de ces personnes.
Il y a quelques chaînes YouTube, même dans la francophonie, qui sont qualitatives, avec des personnes qui sont rationnelles, qui sont pas là en train de FOMO. Donc concentrez-vous en fait sur ces personnes, s'il vous plaît, et n'allez pas en fait voir les autres qui vont être plus néfastes qu'autre chose pour vos investissements. Parce que bon, les fusées, les lunes, les chiffres qui excitent les gens, etc., ça va 5 minutes, mais honnêtement, soyons un petit peu sérieux. Ici, on investit. On n'est pas là, en fait, pour commencer à partir en couille, à partir en FOMO et à faire ce qu'il ne faut surtout pas faire. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair par rapport à tout ça. Donc, voilà un petit peu pour la vidéo du jour. Donc, j'espère en tout cas que c'est clair. Donc, prochaine lettre d'investissement qui sera envoyée en début de semaine. J'espère qu'elle va vous plaire. Pas mal d'informations, pas mal d'indicateurs fondamentaux. On va également partager un petit peu plus de choses, notamment des opportunités intéressantes, même si en ce moment, les opportunités, c'est plus sur le Bitcoin uniquement. Les alts, très très peu d'opportunités et encore beaucoup de risques à se positionner en fait dessus. Mais en tout cas, écoutez, on semble plutôt pas mal. On semble plutôt bien amorcé en fait sur le Bitcoin. Il est clair que depuis 3 ans, on est en fait dans un scénario qui est assez prometteur. On se le cache pas, d'accord? On est assez prometteur. Il y a encore beaucoup de choses, bien évidemment, à voir sur le marché. Beaucoup de choses à supporter. Beaucoup, à mon avis, de choses qu'on va découvrir également. Donc, on va dire, restez quand même optimiste. Plutôt, pas optimiste, qu'est-ce que je dis là? Restez plutôt, on va dire, un petit peu sur vos gardes. Restez rationnel, d'accord? Arrêtez si vous commencez à FOMO, si vous commencez à ressentir une excitation. Moi, à titre personnel, je ne ressens absolument aucune émotion actuellement, d'accord? J'ai la plupart de mes portefeuilles qui ont pris beaucoup de valeur. Je ne ressens absolument aucune émotion. Et c'est comme ça, en fait, qu'il faut se sentir. Je suis plutôt serein par rapport à l'avenir. Je sais, en fait, ce que je dois faire. J'ai mes objectifs. Mais honnêtement, si vous commencez à ressentir une excitation, à FOMO, à regarder en fait le prix tous les jours, toutes les heures, à mon avis comme certains le font, vous faites ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Donc vraiment, si vous êtes dans cet état-là, déconnectez-vous s'il vous plaît, sinon vous ne passerez pas le bull market, vous ferez n'importe quoi, vous craquerez, vous vendrez en fait quand il faut pas. Donc si vous ressentez en fait des émotions, n'hésitez pas également à le partager en fait dans les commentaires. Hein. C'est important en fait déjà, la première des choses c'est accepter. Acceptez que vous ressentez en fait des émotions, vous commencez un petit peu à paniquer, à vous dire attention, est-ce que je dois vendre pour acheter plus bas parce que j'ai pas envie en fait de voir le prix baisser, parce que vous détestez en fait voir votre portefeuille perdre un petit peu de valeur, vous voulez uniquement le voir prendre de la valeur. Tout ça en fait sont des comportements qu'il faut combattre. Donc pour les combattre, il faut avant tout les accepter et on peut les accepter notamment en les partageant. Donc n'hésitez pas à le faire dans l'espace de commentaires. C'est très important. C'est bien en fait de partager ses profits parce que bien évidemment on est fier de ça. Soyez également fiers en fait des conneries en fait que vous faites parce que c'est comme ça qu'on apprend et qu'on ne les refait pas. Voilà, j'espère que c'est clair. Je vous dis bon dimanche à tous.